Moi, je viens de la culture populaire. Mon papa était fan de Johnny Hallyday, ma maman de Julien Clerc. Donc, pure culture populaire. Télérama n'a pas trop traîné à la maison chez moi. Mais par contre, dès qu'on allait visiter une ville, ma mère elle disait on va au musée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici ce matin. Bonjour Alex Vizorek. J'ai essayé de trouver un adjectif qui vous résumerait en un mot. Alors j'ai pensé à belge, parce que je voulais être belge. Si, ça c'est vrai. Mais bon, ça aurait été un peu réducteur. Et puis j'aurais dû ajouter d'origine polonaise, puisque votre grand-père était arrière-grand-père, juste travaillait une dans les génération. mines. Voilà. J'ai pensé à imprévisible. Parce que quand vous êtes sorti de l'école de Solvay, qui est l'équivalent belge d'HEC, vous aviez le choix entre une carrière dans le marketing ou une carrière dans le journalisme que vous aviez étudié en parallèle. Mais non, vous avez choisi le One Man Show, donc le cours Florent à Paris, que vous avez suivi pendant 3 ans. C'est ma mère m'a regardé devant une feuille d'impôt et elle m'a dit tu ne comprends donc pas ce que tu regardes et ça fait 5 ans que tu étudies l'économie et le commerce. Elle dit peut-être il faudrait penser à se réorienter, mais j'ai eu le diplôme. Donc voilà. Bon dernier quand même. Bon dernier de ma promotion, effectivement. J'ai finalement choisi l'adjectif hyperactif parce que vous êtes partout. C'est vrai. Donc à la radio sur France Inter, où vous co-animez notamment par Jupiter avec Charline Vanhoenacker, sur C8 dans Salut les Terriens, où vous proposez une revue de presse humoristique, et bien sûr sur scène, où vous jouez depuis 2009 votre spectacle Alex Vizorek est une œuvre d'art, mise en scène par Stéphanie Bataille, qui était votre prof, au cours Florent. Et vous parlez dans ce spectacle d'art avec humour et beaucoup de dérision, on y reviendra. Entre le Alex Vizorek radiophonique, le Alex Vizorek télévisé, le Alex Vizorek comédien, il y a un fil rouge qui relie toutes les facettes. Quel adjectif vous auriez choisi pour vous voulez savoir lequel je préfère, moi? Oui, quand vous vous dédoubez. Non, alors vraiment les médias, j'ai adoré ça et j'ai appris à aimer ça. Mais je voulais faire de la scène et c'est compliqué de pourquoi les gens viendraient me voir moi. Il y a, je crois, le samedi soir, 120 one-man shows dans tout Paris. J'étais inconnu au bataillon, je jouais dans une toute petite salle. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être faut leur donner envie, il faut essayer. Donc j'ai accepté d'aller dans les médias pour remplir ma salle. Et force est de constater que ça a fini par marcher. Les gens ils viennent encore trouver dans ma salle quelque chose qu'ils ne s'attendent pas, je crois, parce que je suis pas pareil. J'ai 1h30, 2 heures pour raconter quelque chose, donc on a vraiment le temps de poser les choses. Alors qu'à la radio, il faut être très très efficace. À la télé, peut-être encore plus. Alors oui, je préfère la radio à la télé parce que c'est un média plus libre, plus direct. Si vous avez une idée de sketch d'un type qui commence dans un sous-marin et puis prend un deltaplane et puis atterrit à Buckingham Palace, à la radio, c'est possible. Vous prenez un bruit de mer, un bruit d'avion et puis l'hymne national anglais et tout le monde a compris le sketch. Quand vous arrivez avec cette demande-là à la télé, le gars rigole très fort et dit ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre là et tu vas raconter des blagues. Et donc voilà pourquoi je préfère la radio. Mais au fond, ça m'apporte un public très différent. Je le vois dans les salles et j'ai pas envie de snobber un seul public. Et d'aller chez Ardisson, j'ai dû un tout petit peu aussi m'adapter. Enfin, il y a une partie de moi qui aimait ça. Et qui a dû ressortir, celle qui sur France Inter était un peu différente quand j'ai une blague de cul un peu je sais pour Thierry, et quand j'ai une blague sur un sous-secrétaire d'État à l'économie, c'est pour Charline. Donc voilà, ça je sais, mais moi je suis un peu tout, j'aime bien de temps en temps qu'il y ait une blague de cul entre 2 blagues sur les secrétaires d'État à l'économie. Mais est-ce qu'il y a un moment T dans votre vie où vous vous êtes dit je vais pas vendre des choses aux gens, je vais pas juste les informer, je vais les faire rire, ou c'est une constante chez vous depuis que vous êtes petit Si on est purement pragmatique et si je reprends mes études de commerce, ce que je fais c'est vendre des choses aux gens. Enfin avec votre argent en plus pour France Inter, ça c'est chaud. Mais oui, c'est-à-dire que à un moment j'étudiais. Enfin, c'est un conseil si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou si vous êtes vous-même étudiant. Je n'aime pas rater. Donc je me suis inscrit. Enfin, j'allais dire mais en fait je me suis inscrit à l'école de commerce en me disant c'est compliqué. Comme ça, je verrai bien si je suis malin. Et puis au pire, on descendra, on ira voir ailleurs. Et quand je me suis retrouvé sur les bancs de l'école, j'avais pas très envie de rater. Mais par contre, je me rendais bien compte que ça ne m'intéressait pas du tout, la microéconomie, la macroéconomie, ces trucs-là. Mais je me suis un peu forcé. Et puis après, il y avait l'Erasmus. Alors l'idée d'aller passer 6 mois ailleurs m'a plu, donc je suis resté. Et puis rester 1 an d'études pour avoir le diplôme, ça aurait quand même été con de ne pas le faire. Et ça me permettait après d'être allégé sur des risques que j'avais envie de prendre, qui étaient peut-être celui de venir faire comédien à Paris.
Et quand votre mère accepte de vous payer le cours Florent, c'est parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose en vous depuis que vous êtes petit, vous jouez, vous... C'est chouette parce que les parents aujourd'hui sont un peu comme ça, c'est-à-dire que s'ils sentent que l'enfant, moi j'ai toujours travaillé sérieusement et elle s'est dit bon il réussira quelque chose, mais elle avait peut-être envie parce qu'elle avait les moyens de m'aider à ça. Elle m'a dit de toute façon tu feras pas banquier, j'ai dit non je crois pas. J'avais fait des études de journalisme donc j'avais aussi eu le diplôme. Elle m'a dit mais tu feras pas journaliste. Je dis bah j'aime bien ça, mais c'est vrai que j'étais journaliste sportif. Et alors j'aime bien le foot, enfin jusque cet été. Et On a dit allusion footballistique voilà, interdite, il hein, me semble. je vous expliquerai Télérama pourquoi les gens rigolaient. Mais voilà, et donc effectivement, j'imaginais pas toute ma vie regarder des matchs de foot et raconter ce qui se passe. Surtout qu'en Belgique, c'est quand même des Beveren ou Westerlo, hein, donc ça fait pas rêver non plus. Et puis elle m'a dit bah tu as toujours voulu faire comédien. Je l'avais fait étant gamin, j'avais fait une pièce professionnelle, j'avais besoin d'un gamin, donc un soir sur deux c'était moi parce qu'on pouvait pas tous travailler tout le temps. Et j'avais aimé les applaudissements, j'avais aimé le parquet de théâtre, j'avais aimé le travail d'équipe, tout ça. Et donc elle m'a dit bah vas-y essaye. Et puis elle m'a dit bah je vais t'aider. Et puis c'est cool, je suis venu à Paris, j'ai pu essayer. Là aussi je me suis dit il faut que j'ai pas envie de rater. Et donc j'ai découvert le one man show en dernière année par Stéphanie Bataille qui est venue donner cours et je me suis dit en fait quand c'est moi qui écris alors c'est pas contre Corneille ou Molière mais quand c'est moi qui écris je crois que je suis plus sincère, je crois que je suis plus juste et donc du coup là ça a pris. Et dans votre premier one-man show, justement, que vous jouez depuis 2009, on attend toujours le deuxième. Il arrive. En 2020, je crois, c'est ça 2020 c'est sûr. Vous avez choisi de parler d'art, pas de parler de vous, comme beaucoup d'humoristes le font. Au moment de choisir la thématique, vous avez choisi l'art en vous disant il y a une nécessité aujourd'hui de désacraliser l'art par l'humour ou pas du tout? Figurez-vous que c'est venu dans l'autre sens. C'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire que pourquoi j'ai eu envie de parler d'art, je n'ai pas très bien compris. Enfin, si je peux donner l'explication au départ, je suis allé voir Fabrice Lucchini dans le spectacle sur Rien sur Robert ou Tout sur Robert, je sais plus comment il s'appelait. Tout sur Robert, voilà, c'est le film qui s'appelle Rien. Et donc il arrive avec des bouquins. C'était au Petit Montparnasse, il y a 400 personnes. Il arrive avec des bouquins. Moi, je pensais que j'allais apprendre des choses. Et en fait, il m'a fait marrer pendant 1 heure et demie. Et le lendemain, je suis allé acheter chez Gilbert Jeune, en occasion, Paul Valéry et Roland Barthes, que j'avais jamais lu, mais qui m'avaient donné envie de lire. Et je me suis dit, merde, c'est quand même chouette. Je me suis marré 1 heure et demie. Et puis, il m'a donné envie de me cultiver. Et je me suis dit, j'ai pas évidemment le background de Lucchini, merde, de novlangue, les épaules culturelles de Lucchini pour avoir la prétention de dire regardez comme je vais vous expliquer l'art. En revanche, je pouvais être drôle, les gens pouvaient venir pour rire et peut-être partir avec quelques infos et quelques envies d'aller au musée, de regarder Mort à Venise. J'ai tout un sketch sur Mort à Venise, je crois qu'on n'est pas beaucoup d'humoristes à avoir ça. Et donc j'y tiens. Et donc voilà, et ça aujourd'hui je suis très content que grâce, hier dans la salle il y avait des gens qui sont venus me voir à la sortie, c'était du côté d'Orléans, à Chessy, et ils commencent à me parler et je sais quand je les vois si c'est des auditeurs de France Inter, vous, ou si c'est des spectateurs de Thierry Ardisson. Et c'était des spectateurs des Terriens. Et il vient me dire, il me tape dans le dos comme ça, il me dit nous, on adore Thierry, on regarde Thierry depuis 20 ans, on est très contents, on est tous venus vous voir et tout. Il dit, je suis venu avec ma famille et j'ai fait venir 5 amis qui vous connaissaient pas, quel beau moment on a passé. Et je trouve c'est génial. Parce que je pense ces gens-là, ils n'ont sans doute pas vu Mort à Venise, pas encore, et j'espère mais j'espère que leur redonnera envie. Alors je dis ça, c'est peut-être idiot de ma part, peut-être, mais et je sentais qu'il y avait sous prétexte que j'étais adoubé par Ardisson, ils sont venus découvrir ce que j'avais moi à leur proposer d'un peu parallèle, et c'est ça que je veux dire dans ce spectacle sur l'art, c'est que il y a pas de normes sociales pour avoir le droit de rentrer dans un musée et pour avoir le droit de trouver qu'un tableau blanc, c'est jamais qu'un tableau blanc. Si vous avez le background historique et culturel pour vous dire en fait ça vient des impressionnistes qui ont commencé à enlever les choses pour arriver, et puis les purs totales, et à un moment le mec il s'est dit je vais faire du tableau tout blanc, ce que je raconte dans le spectacle, mais si vous arrivez et que vous n'avez pas ce background là, vous avez le droit de trouver que c'est juste un tableau blanc et éventuellement d'être touché.
et de faire la démarche inverse, de dire mais en fait comment est-ce qu'on est arrivé à ce que quelqu'un décide de peindre un tableau blanc. Et donc voilà, moi je trouve que tout ça fait sens. Alors je sais que parfois mes collègues à France Inter se moquent un peu de mon omniprésence. J'étais chez Drucker dimanche, mais là aussi je trouve que c'est important. Pour moi c'est une campagne électorale. J'essaye d'aller chercher le public où il est pour lui donner envie de venir me voir, parce que je pense que ce que j'ai à lui proposer, en tout cas sur scène, ne peut pas être mauvais. Mais justement, si vous avez écrit ce spectacle pour toucher un public le plus large possible, est-ce que vous avez eu peur en écrivant de tomber soit dans l'arrogance du gars qui connaît l'art, soit dans une vulgarisation un peu trop facile? C'est le problème, c'est l'ambiguïté. Au début, comme j'étais pas très bon sur scène, je crois que quand ça rigolait pas au début, enfin les premières vannes, j'ai tendance à tomber dans une forme d'arrogance. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, il faut pas dire aux gens regardez comme je sais. Il faut dire bon bah venez, on va découvrir ensemble. Moi, j'ai découvert ça, c'est un peu foufou. Est-ce que vous me suivez là-dedans? Et aujourd'hui, ça marche. Et aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. De temps en temps, il y a quelqu'un qui vient me dire oui, mais de dire que l'art contemporain c'est cher, je pense que vous ratez complètement la cible. Et puis j'ai des artistes contemporains eux-mêmes qui Abdessemed, je m'en étais qui avait sa rétrospective à Lyon, j'avais fait tout un truc parce que j'ai dit à Thierry, j'ai dit j'aimerais bien les 2 dernières minutes proposer aux gens d'aller visiter une expo, donc je propose chaque fois une expo à visiter d'un grand artiste contemporain ou moins. Mais j'ai fait le Caravage, mais sinon c'est quand même souvent contemporain. Non, mais j'ai fait Miro, j'ai fait Picasso, mais j'ai fait des trucs un peu plus. J'ai fait la FIAC, évidemment. Mais je trouve que c'est important. Tout le monde devrait aller à la FIAC, ne fût-ce que pour se poser des questions sur les œuvres. Et à 38 €, c'est pas évident que tout le monde y aille, mais je trouve que tout le monde devrait. Et donc Abdessemed, il me retweet à chaque fois que je fais une blague sur lui. De Fromager, on s'entend bien, et il trouve ça très rigolo. D'autres artistes avec qui j'ai la chance du coup d'aller dîner, et puis quelqu'un qui parle 2 minutes toutes les semaines d'art contemporain à la télévision sur C8, il y en a pas beaucoup, et donc je trouve que c'est vraiment parce que j'aime ça, c'est pas pour passer ma vie à le brocarder, quoi. Je sais que quand vous étiez petit, vous faisiez la collection des autographes. C'est vrai. Votre mère vous forçait à aller voir les spectacles avant d'aller réclamer les signatures. C'est vrai. Est-ce que votre culture personnelle s'est construite à partir de ces spectacles ou via un autre biais Aussi, moi je viens de la culture populaire. Mon papa était fan de Johnny Hallyday, ma maman de Julien Clerc. Donc pure culture populaire. Télérama n'a pas trop traîné à la maison chez moi. Mais par contre, dès qu'on allait visiter une ville, ma mère elle disait on va au musée. Donc elle prenait le guide, on l'appelait Madame Bouquin parce qu'elle lisait vraiment bien ce qu'il y avait dedans. Et donc cette espèce du coup il y a cette envie de découvrir la culture, même si elle n'est pas à nous. Si vous voulez, on a eu peu de musique classique chez moi, des choses comme ça. Et la télé, quand elle est bien utilisée, à l'époque en tout cas, et j'espère encore aujourd'hui, ouais, sur Netflix il y a des trucs super intéressants. Tant qu'on choisit bien ce qu'on regarde, elle peut cultiver. Moi je suis tombé sur une émission sur Barbara, j'avais 15 ans, j'en avais marre d'étudier la physique pour le lendemain, et j'ai été zappé, je suis tombé sur Arte sur Barbara, je ne connaissais que l'Aigle Noir, je suis resté coincé 1h30, le lendemain j'ai fait mon examen de physique et je suis allé acheter le double best-of. Et oui, mais c'est comme ça aussi qu'on ingurgite. Et oui, j'avais une fascination pour la célébrité. Ça, c'est vraiment un truc qui est aujourd'hui, je ne me l'explique pas très bien parce que je connais personnellement Patrick Cohen maintenant, donc je suis arrivé, on peut dire au sommet. Et ouais, mais c'est rigolo, j'avais ça. Et pour tout, c'est-à-dire que je crois que si je cherche dans mes livres d'autographes, j'ai un autographe d'Édouard Balladur. Ah ouais, vous voyez, hein, c'est impressionnant. Hein, j'avais 15 ans et j'étais très content de rencontrer Édouard Balladur. Lui-même était très étonné, je pense. À Bruxelles, si vous voulez, quand même, dans un hôtel bruxellois. Mais résultat, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me cultiver. Et ma mère a eu cette idée, mais c'était pas, enfin, elle a pas dû me forcer, mais je trouvais ça sympa qu'elle paye la place. Quand je voulais rencontrer Michel Galabru parce qu'il venait à Bruxelles, elle me dit mais tu vas voir La Femme du Boulanger avant, et moi je viens te chercher après, ou elle venait avec moi. Et donc j'ai vu La Femme du Boulanger à 15 ans parce que j'avais envie de voir Michel Galabru après, qui était le gendarme pour moi. Et ainsi de suite. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui j'ai un peu de, comment dire,
Je suis touché par ce gamin de 14-15 ans qui avait envie de rencontrer Michel Morgan, ce qui était un peu improbable pour un gamin de 14-15 ans, mais je l'ai fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore avoir des acteurs, alors je vais dire d'un certain âge, mais pareil pour les chanteurs. Donc j'insiste pour qu'à France Inter, on fasse venir Hervé Villard, Daniel Guichard, tous ces gens. Donc je suis le militant absolu. Et là, les autres dans le bureau disent oui, mais il y a un excellent sociologue qui sort un livre, ce serait con de passer à côté. Et je pense que notre programmation à part Jupiter, elle permet absolument ça. On peut faire une émission avec Marcel Amont un jour, et le lendemain, il y a un spécialiste des migrations universitaires, tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment super et intéressant. Je voudrais qu'on évoque un peu votre côté rebelle. Et oui. Ça va aller vite, ça. En début d'année, vous avez écrit une lettre à Monsieur Jean-Baptiste Poquelin. À travers lui à l'Académie des Molières. Et dans cette lettre, vous dénoncez le parisianisme des conditions d'accessibilité au prix Molière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Que vous étiez énervé Disons que ça fait, donc, comme vous le dites, quasi 10 ans que je joue. J'ai joué sans discontinuer à Paris pendant 4 ans. Et puis ça a très bien fonctionné pour moi. Je tourne tous les week-ends quand il n'y a pas la radio la semaine. Et la règle était qu'il fallait avoir 12 000 spectateurs parisiens pour être éligible au Molière dans ma catégorie One Man Show. Et donc j'avais, je crois, 9 500 spectateurs parisiens et 22 000 spectateurs province. Donc pour le même spectacle, et tous les critiques parisiens, tous les gens qui votent, pouvaient venir me voir, je jouais tous les dimanches. Donc c'est même pas que j'étais loin du milieu. Et donc je trouvais que c'était vraiment pas juste que ces gens-là qui vous remercient d'aller jouer à Chessy, à Mont-Soleil-Mines, à Montcuq-sur-la-Commode. Non mais moi quand ils me disent merci d'être venu, je dis mais vous vous rendez compte que je fais mon métier, c'est merci à vous de me faire venir. Et je trouvais que c'était injuste, qui compte pour 0. Voilà. Et donc, Jean-Marc Dumontet m'a appelé, il m'a dit vous avez raison. Il m'a dit vous avez raison, c'est très compliqué pour le théâtre de faire des catégories, parce que sinon on doit prendre tous les one-man shows de France, et Dieu sait s'il y en a et c'est compliqué. Vous êtes un cas où ça pose un vrai problème, une vraie question. Moi, je voulais pas, j'aime pas les buzz, je voulais pas, c'était pas l'idée de me présenter comme victime. Je voulais juste dire au public de province que j'aimais aller chez eux et que je continuerai à aller chez eux et que je m'en fiche de faire plus de Parisiens. Et donc voilà, peut-être cette année, je vais arriver avant le coup de gueule. Il va m'appeler pour savoir combien j'ai fait de provinciaux et il va me dire allez, c'est bon, tu peux concourir. Mais le parisianisme culturel, c'est quelque chose qui vous a surpris quand vous êtes arrivé à Paris de Belgique? Oui et non, c'est-à-dire que je suis venu pour ça. Je savais que c'est ici que ça se passait, et c'est vrai que c'est unique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est unique. Bon, il y a tous des gens intéressants qui viennent causer. Je m'exclus de cette analyse, mais il y en a plein d'autres. Et c'est parce qu'ils sont tous à Paris. Et en même temps, c'est pas mal parce que ça crée aussi une émulation entre ces gens-là. Moi, j'ai la chance d'aller voir pour la radio, mais aussi pour mon plaisir, 3-4 spectacles par semaine. Si j'ai besoin de parler à quelqu'un, en 2 coups de téléphone, normalement, je l'obtiens. Ça, c'est la chance de Paris. Alors, l'inverse, c'est vrai que du coup, quand vous êtes en province, ça vous semble très très compliqué, très très loin, et que les gens en viennent. Et donc ça, c'est pas normal. À vous remercier de venir jouer chez eux. Mais c'est vrai que par exemple, même au niveau de la production médiatique, en Belgique, la RTBF, ouais, c'est décentralisé depuis 1976 à peu près. Donc vous êtes bien renseigné. Donc du coup 76. Et donc, il y a des centres de production oui, à Liège. C'est ça. Mais après en Belgique, vous êtes en 1h20 à peu près partout. Mais non, mais c'est vrai. Donc vous pouvez faire la radio le matin à Bruxelles, et puis aller. Je crois que le divertissement est à Liège, les reportages sont à Charleroi. Et alors évidemment il y a l'équivalent Vivacité, donc l'équivalent France Bleu, qui lui se trouve dans je crois qu'il y en a 5 ou 6, donc par rapport aux France Bleu, c'est quand même un autre. La France est trop grande pour qu'on puisse faire ça, je crois. Donc non, je n'en veux pas au parisianisme. Ou à la centralisation médiatique parisienne. Et vous avez pas peur, à force de passer votre temps dans les studios de la capitale avec votre bande de copains, comme vous dites, de paraître justement être un exemple de ce bâtiment parisien? Alors là, quand c'est Télérama qui pose cette question-là, on peut se marrer quand même. Hein. Oui, vous avez raison. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et Charline insiste pour qu'on fasse pas trop de théâtre pour ça. Elle dit les gens ils nous écoutent dans toute la France, donc quand on donne des dates,
trois jours de suite dans des théâtres parisiens. Et donc, elle pose systématiquement, si vous écoutez un peu l'émission, est-ce que vous allez partir en tournée? Et elle trouve que c'est très important. Et elle a raison. Alors, évidemment qu'on est un peu bobo parisien par adoption et on est content. Je roule en trottinette des fois. Et oui, bah oui, et je le dis. Mais je bois des smoothies des fois. Je le fais, mais voilà, vous aussi. Et en même temps, j'adore aller manger des saucisses en tournée. Et je dis ça, c'est très cliché ce que je viens de dire, mais non, mais c'est vrai. Bon, voilà, parce que moi, sur ma fiche technique, parce que quand vous allez en tournée, vous pouvez demander ce que vous voulez avoir dans la loge. Alors, je donnerai pas de nom, mais il y en a qui demandent du champagne, des machins. Et moi, je mets une bonne bouteille de rouge. C'est ma seule. Et je mets produits régionaux. Parce que je trouve que c'est vraiment important d'aller, de pas se taper juste le parisianisme, même gastronomique. Et en même temps, là, on est dans le cliché, du coup. On parle des régions, on parle tout de suite de gastronomie. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si j'ai l'occasion, je vais visiter le musée du coin. Mais vous voulez dire rencontrer les gens? C'est ça que vous voulez dire? Moi, j'aime pas les gens, même ici. Donc, je sors assez peu. Non, j'ai l'impression. Alors, quand vous êtes dans le milieu culturel, on mange tous ensemble après. Enfin, ça me semble une évidence, mais je veux bien le dire parce que peut-être dans le cinéma c'est pas comme ça. Moi, je viens avec mon régisseur, on est deux, et donc après le spectacle, souvent c'est dans le théâtre parce que souvent il n'y a pas de restaurant ouvert dans la ville quand c'est pas des grandes. Pour l'instant, je tourne beaucoup dans les à côté des villes. Et ouais, non, je fais jamais Nantes, je fais 20 bornes de Nantes. Et donc, quelqu'un a souvent préparé la bouffe et on mange avec les régisseurs, avec les bénévoles, tout ça. Et donc, c'est évidemment là qu'il faut prendre le pouls des choses. Mais ça reste des gens du milieu de la culture. Donc, c'est effectivement compliqué d'avoir une photographie de la société. Quand les politiques disent on va à la rencontre des Français, ouais, c'est compliqué. Quand vous voyez arriver Copé, déjà, il y en a qui s'enfuient, donc ils lui parlent pas. Et puis ceux qui lui parlent lui cirent les pompes, et donc je crois que c'est vraiment compliqué pour tout le monde, même culturellement, d'avoir le pouls complet de la société. Vous avez évoqué Charline. Oui. Vous pouvez nous rappeler comment ça a démarré, comment vous vous êtes rencontrés? Notre idylle radiophonique. Écoutez, c'est Philippe Val. Je suis un des rares humoristes à rendre régulièrement hommage à Philippe Val. Donc, je continue à le faire, vraiment. C'est-à-dire qu'on travaillait, moi chez Lopez à l'heure du midi, donc à 11h, elle chez Clark le matin. Et on nous dit, est-ce que vous voulez faire une émission d'été, indépendamment, aux chroniqueurs de chez Lopez? Et ça faisait un an que ça venait de commencer, personne n'a eu la prétention de se dire pourquoi pas. Et moi je me dis, bon, comme dans tout, ça me coûte rien de rendre un dossier. Alors je fais un dossier, je voulais faire une émission d'interview de gens de l'humour, un genre de radioscopie, mais que des gens qui ont fait de l'humour en chanson. Là. Et j'arrive, et on me dit convoqué dans le bureau de Val. Je dis, oui, c'est tout ou rien ça. Et il me dit, c'est pas bon ce que vous avez proposé. Je dis, merci Philippe. Et il me dit, mais par contre, j'ai envie de vous avoir à l'antenne. Ah, j'ai dit, ça c'est rigolo. Il me dit, est-ce que vous connaissez Charline Vanhoenacker? Je dis, oui. Elle dit, écoutez, je vous vois bien faire un truc à vous deux, parce que ça fait quand même 35 ans qu'on se fout de la gueule des Belges. Pendant un été, vous pourriez peut-être vous rattraper. Et on a dit super idée, et c'était Laurence Bloch qui était juste numéro 2 de Philippe Val. Donc voilà, et donc au lieu d'un été, ça fait maintenant 7 années, je crois, qu'on se venge. Mais ça, voilà, du coup, ils ont voulu que l'émission quotidienne s'appelle L'échappée belge. Et on a dit non, parce que on admet totalement l'être et on continue à de temps en temps donner notre point de vue extérieur à la France, mais on n'a pas envie d'être uniquement ça. Et en fait, on habite tous les deux vraiment ici et on est aujourd'hui quasi plus français que belge. Comment ça se passe émotionnellement, je dirais, de travailler avec des gens avec qui on est aussi amis dans la vie? Vous avez chacun votre rôle? Ouais, c'est devenu l'inverse. Alors moi, Guillaume, je le connaissais, on faisait des scènes ouvertes ensemble, on allait dans les festivals, entraîner notre boss. Il avait un spectacle d'humour à costume à l'époque, qui ne veut plus le faire, et pourtant il était très très drôle. C'est-à-dire qu'il y avait un costume où il était habillé en la mort type Bergman, et il venait de distribuer des clopes au public en disant dépêchez-vous d'arriver. C'est vraiment très drôle. Il y a costume en panda, tout ça. Mais donc on lui disait que l'humour à costume c'était fini, mais il était sûr de lui déjà. Et Fromet, on était au caveau de la République ensemble. On a enterré le caveau, c'est quand même foufou.
Et donc, quand l'émission a eu lieu, moi, je me suis dit, je vais appeler les gens que j'aime bien, enfin, donc, qui étaient pas vraiment des amis, mais des gens dont j'ai trouvé et talentueux et agréables. Et j'ai fait rencontrer à Charline et ça a tout de suite matché. Le binôme Charline-Guillaume, il est obligé de s'entendre. Et donc aujourd'hui, on est devenu quasi un trinôme. Fred, il est là souvent dans le bureau. Et puis les chroniqueurs qui sont agglutinés, c'est tous des gens avec qui on partirait très volontiers en vacances. Mais on les choisit un peu comme ça. Et c'est aussi comme ça que Lopez m'avait choisi quand on a fait la grand casting. Il avait viré toute l'équipe, enfin, ou France Inter, je ne sais pas comment c'est passé, avait viré toute l'équipe d'avant. Il restait que Daniel Morin et Thomas VDB. Et donc tous les humoristes comme ça à peu près là, dans la salle, que des humoristes. Et on passait par coups de trois autour de la table avec Fred, donc on connaissait pas. Et donc bon, ils en gardaient, je sais pas, 8, 9. Et il m'a appelé pour me dire, toi, j'aime bien parce que tu ris quand les autres font des blagues. Et c'est ambigu quand même comme retour sur mon talent. Et donc, comme quoi la gentillesse paye, vous voyez. Et donc je dis, mais je te fais rire. Il dit, oui, non, autant pour moi, t'es marrant. Mais par contre, t'es généreux et ça me semblait une évidence. Mais du coup, moi aussi, j'ai fait comme ça. Quand on a choisi des gens qu'on a ajoutés à l'équipe, c'est tous des gens qui sont contents d'être là et qui jouent l'équipe, entre guillemets. Charline dit parfois, et je crois que vous le dites aussi, que le label de votre humour, c'est la gentillesse. Ça veut dire que vous n'aimez pas les humoristes corrosifs. À quel moment un humour devient méchant Enfin, alors déjà, je ne nous trouve pas exceptionnellement gentils, mais bienveillants un petit peu. Et en fait, c'est notre façon de dire des choses qui sont méchantes, je crois. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à dire des choses méchantes en allant tout droit dans la personne. Il faut que je fasse un peu le tour. Et dans la vie, plein de gens sont comme ça. Donc c'est pas du tout que j'aime pas les humoristes très durs, très violents, très sarcastiques. D'ailleurs, c'est eux que je regarde parce que je ne sais pas faire ça. Tout comme moi, tout ce qui me fait rire, c'est les choses aussi que je sais pas faire. Pierre Richard me fait beaucoup rire parce que c'est du comique de corps. Moi, je suis incapable d'utiliser mon corps de cette manière-là. Donc moi, je les ai tous regardés, mes prédécesseurs et tout l'humour absurde. Je m'y essaye de temps en temps, mais ceux qui sont vraiment forts là-dedans, Rollin, moi j'aime énormément. Donc tout ça, je suis. C'est pas parce que je ne le fais pas moi-même que je ne suis pas client. Et de manière générale, les humoristes, moi j'en dis très très peu de balles, si vous voulez, dans mes vannes. C'est très rare parce que monter sur scène et venir raconter des blagues, je sais ce que c'est. Et ça n'est pas non plus assassin pour les gens. Donc je trouve que je respecte. Voilà, je suis assez confraternel avec la corporation des humoristes. Mais il y a eu notamment un billet que vous avez fait sur France Inter face à Marine Le Pen, où vous commencez le billet en disant les personnalités du Front National, c'est horrible pour un humoriste. Et vous dites, j'ai deux solutions, soit, entre guillemets, je bétonne frontalement, soit je la fais rire elle. C'est une stratégie, quand vous écrivez le billet, vous vous dites, je vais la faire rire, et puis ensuite... Pour le coup, c'est un bon exemple, parce que c'est vraiment le cas d'école le plus pénible pour nous, parce que, comme je lui disais à elle, et même des proches, j'ai tombé dedans, c'est-à-dire que si vous faites rire cette personne, c'est-à-dire à l'époque des proches, c'était son père, il a fait rire Jean-Marie Le Pen, et quand on le voit se marrer aux vannes de des proches, on se dit, en fait, il est sympa, on va l'inviter au barbecue la semaine prochaine. Et c'est compliqué, mais soit vous leur faites tirer la gueule et c'est pas votre boulot. Moi, je suis là pour faire rire le public et donc c'est compliqué. Donc je lui ai rappelé cet événement-là, elle s'est marrée. Et puis j'avais pris un angle qui était pour le coup assez bon. Je pourrais vous donner plein d'angles que j'ai pris qui sont pas bons, mais celui-là était bon parce qu'elle allait à Bruxelles l'après-midi même. Et elle allait rencontrer le patron du Vlaams Belang, qui est l'héritier du Vlaamse Blok et l'extrême droite assumée. C'est-à-dire que eux, sur les affiches, il y a écrit oui, les étrangers, mettez les voiles, à bientôt. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de doute. Et c'était la période où elle estimait qu'on ne pouvait pas la qualifier d'extrême droite. Et donc je disais, n'allez pas voir ces gens parce que vous allez être très déçus. Vous qui n'êtes pas d'extrême droite, franchement, vous allez être choqués. Et du coup, j'avais permis d'entourer le serpent. Elle avait rigolé au début et donc du coup, elle était coincée un peu. Donc je trouvais que là, c'était bien amené. C'est un peu un exemple de ce que vous appelez gentillesse, parce que je l'ai pas bétonné en lui disant qu'elle était idiote et que tout
tous ces électeurs étaient scandaleux, même si c'est une façon aussi de l'attaquer, mais ça avait déjà été fait et je ne sais pas si ça fonctionne. En fait, je ne sais pas ce qui fonctionne quand on a le Front National en face. Je ne sais pas qui est l'électeur du Front National déjà. Est-ce qu'il écoute France Inter? Je ne suis pas convaincu. Et je ne sais pas lequel va se dire Vizorek a raison, je vais arrêter de voter Front National. Mais enfin, bon, non, il ne faut pas non plus surestimer notre impact. Mais voilà, c'est vraiment un exercice. Quand on a Marine Le Pen le lendemain, on prend congé la veille. On s'applique. Ouais. Une question sur Radio France. Allons-y. Qui est votre amour de jeunesse. Oui, j'ai dit ça. Vous avez peur que votre amour change avec la réforme de l'audiovisuel public? On change toujours en amour. Aucune idée. Alors, je ne cache pas que le Riester en question ne me rassure qu'à moitié parce que d'habitude, on donnait le poste de ministre de la Culture à des gens de la culture et pas de l'audiovisuel. Et ici, lui, son délire, c'est l'audiovisuel. Et il est assez fan de la BBC. Ce qui en soi est plutôt bien, parce que c'est une très bonne chaîne, sauf que la France a eu quand même à un moment l'idée de se dire, en fait, c'est quand même très malin qu'on sépare la télé de la radio, parce que ça fait deux entités. Ce qui, je trouve, aujourd'hui, fonctionne relativement bien. Alors évidemment, en économie d'échelle, ça peut fonctionner moins bien. Moi, je viens de la RTBF, où le type qui fait le billet radio le matin fait parfois le reportage télé le soir. Mais c'est une chaîne qui a vocation à parler à 4,5 millions de francophones belges. Ici, vous avez deux institutions, France Télé et Radio France, qui sont censées parler à 66 millions de Français. Donc, il devrait y avoir plus de moyens. Donc, il devrait y avoir la possibilité de garder ces deux entités séparées, même si des passerelles sont audibles. Mais donc voilà, je vois arriver le gars avec sa grande réforme où il va dire, mais en fait, toi, tu peux faire la radio le matin et la télé le soir. Et ça, je suis pas sûr que ce soit un grand gain en diversité, en qualité. Et voilà. Et quand Mathieu Gallet a été révoqué, donc l'ancien PDG de Radio France a été révoqué par le CSA au printemps dernier, vous aviez posé votre candidature avec Charline et Guillaume. Et dans votre projet, vous proposiez un démantèlement de qualité du service public audiovisuel. Voilà. C'était une manière de dire que vous étiez inquiet, une manière de... Alors non, pas du tout. En fait, on s'est dit, ils vont nous le faire à l'envers. Donc ils vont nous faire le coup de oui, on aime beaucoup l'audiovisuel, mais on va quand même voilà, c'est nécessaire bien côté là. Alors c'est très important, on ne peut plus vivre avec autant de gens qui travaillent des deux côtés. Et donc on s'est dit en fait, faisons le programme comme on croit qu'ils vont le faire. Et du coup, nous on était plus honnêtes. Donc on a dit démantèlement, fusion. Je pense qu'on voulait faire un France Musique Info qui permettait donc d'avoir une chaîne à la place de deux. Peut-être même France Musique Info le Move, qui permettait vraiment de faire une grosse belle économie d'échelle. On voulait ouvrir un McDo dans Radio France, je crois. Enfin, il y avait vraiment pas mal de projets qui, je pense, petit à petit, vont s'avérer assez juste, donc je garde à votre disposition notre excellent programme qui n'a pas été élu. On va passer aux questions. Donc on va vous faire passer des micros. Toutes les questions sont admises, sauf celles qui n'ont pas de point d'interrogation à la fin. Ça, c'est pertinent. Après, c'est vrai que j'ai été assez exhaustif, donc... On a un collègue de chemise. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas fait l'effort, mais... J'en ai un de cette couleur-là, mais je l'ai laissé. Ah oui. je voulais vous laisser la primeur. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Moi, Frédéric. Je suis belge, mais ça va. Donc, je voulais aborder la manière que vous avez de travailler, et donc il y aura un point d'interrogation à la fin. Quelle est votre part d'improvisation dans votre travail ? Très peu. Très peu. Sur la télé, quasi pas. La scène, allez, je dirais qu'il y a toujours 5-10 minutes, selon ce qui se passe dans la salle. Moi, j'aime bien, mais on apprend ça, ce que les Américains appellent le crowd building, c'est-à-dire construire le public. C'est-à-dire ceux qui arrivent en disant, ben voilà, vous avez une belle chemise, comment vous vous appelez, vous êtes venus ensemble, tout ça. Moi, je suis pas fanatique de ça. Sauf que quand ça se passe sur des sujets comme les miens, quand je dis qu'il y a vu Mort à Venise et qu'il y a un gamin de 8 ans qui lève la main, et je m'arrête sur le dossier. Je dis qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu préférerais pas aller à la DAS? Oui, j'ai des choses, j'ai des petites techniques comme ça que j'ai mis au point. Donc sur scène, c'est assez plaisant parce que
et quand l'improvisation est bonne, je la garde pour la fois d'après, et ce que j'appelle ma boîte à outils d'impro. Donc c'est des improvisations que j'ai faites une fois vraiment dans le vertige, et qu'après je les ai un petit peu, je les ai en tête, je les ai en boutique, en magasin, je peux les sortir quand quelque chose se passe. À la radio, évidemment, il y a de l'impro sur ce que va dire l'invité, sur l'interaction. Quand l'invité est un peu long, quand la question est longue, quand l'invité est plombant, c'est mon rôle, parce que Charline vient de lui poser une question dont elle a vraisemblablement envie d'avoir la réponse. Elle ne peut pas lui dire « c'est chiant ce que vous nous dites ». En revanche, moi, je suis le premier auditeur, je suis vraiment entre vous et ce qui se dit, donc je peux, moi, faire ça. Et alors, le jeu étant comme on est à deux, elle peut me taper sur la cafetière, tout comme quand... et là, pour le coup, ça, c'est dans un sens, ici, il y a de l'impro. Ce que je fais parfois, parce que je trouve ça drôle, une bonne blague misogyne, raciste, grossophobe, glottophobe. Moi, je trouve tout ça très rigolo quand c'est juste une blague et que ça permet justement de déconstruire la façon de penser. Mais je sais que j'ai écrit la réplique de Charline qui m'insulte derrière et qui fait qu'on a compris que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Et donc là, l'impro est fausse, mais elle est nécessaire parce que voilà. Et donc assez peu d'improvisation dans l'absolu. Je pense que l'humour, c'est une rythmique. Alors il y a mais comme Laurent Baffy, très admiratif de cette façon de tac-tac et directement la phrase bien tournée. Je pense qu'il faut une prédisposition et des années pour en arriver à cette évidence-là. Et puis que le public aussi vous accepte comme sniper. Moi, j'ai pas ça, c'est pas ma force. Merci. Merci, monsieur. Une autre question ? N'hésitez pas. Il y a une angoisse. Ah. Bonjour Jean-Luc. Donc vous avez pris Jean-Luc, c'est vous. Jean-Luc, c'est bien moi, oui, il n'y a pas de problème. Vous avez pris la succession sur C8 avec Ardisson de Guillon, de Gaspard Proust, qui sont quand même des humoristes assez grinçants, on va dire. Ouais. Et est-ce que vous êtes senti obligé d'abonder dans ce sens-là, ou c'était un contrat ou pas ? Pas du tout. Moi, j'ai compris aussi le poste, c'est-à-dire que je savais qu'effectivement, il y a des punchlines qui marchent bien là, parce qu'elles sont en télé, parce que la force de l'image, il y en a un peu plus, elle n'en peut plus, celle-ci. Il me casse les couilles. Non, je comprends, il y a Jean Dujardin, faut pas rater le... Ouais, ça, c'est l'impro, tac. Hein, ça. Et alors, quand en spectacle, ils vont aux toilettes, ça arrive, je les attends. Et ça peut être long. Et donc j'ai senti effectivement qu'il y avait un tout petit peu une description de poste. Mais moi, je ne suis pas Gaspard Proust du tout. C'est-à-dire que souvent, on me dit que je suis le gentil Gaspard Proust. C'est-à-dire que je peux utiliser les mêmes thématiques, mais par contre, j'ai l'air sympa. Lui choisit d'avoir l'air très très noir, voire même pire. Quand il y a on va dire, je sais pas... un néo-nazi élu en Autriche. Gaspard, il va prendre directement, il va dire oui, enfin, c'est pas si grave. Et donc il part, il va expliquer le programme et tout ça, c'est des techniques de pensée qui est à lui et qui maîtrise. Moi, je vais prendre plutôt l'absurde de dire bah, c'est con qu'il soit là, peut-être il aurait peut-être dû être élu au Zimbabwe. Enfin, je veux dire, ça c'est plus ma logique. Et en même temps, on a dit la même chose. Lui, en tirant vers l'absurde noir, a peut-être dit la même chose que moi en tirant vers l'absurde plutôt rigolo. Et j'ai dit vraiment en arrivant sur C8, j'ai dit je ferai pas du sous Proust ou du sous Guillon. Je vais essayer de faire du sur Vizorek. Et c'est tout ce que je pouvais proposer. Et ça m'a, moi aussi, détendu. Aujourd'hui, les gens ils viennent me dire qu'ils aiment bien, parce que c'est autre chose. Si c'est pour faire du sous-Guillon, toutes les semaines, je recevrai des tweets en disant bah, c'était mieux avant. Et je l'ai reçu pendant 2 mois. Parce qu'effectivement, dès qu'il y a changement, bah, les gens ils aimaient bien le précédent, et je comprends tout à fait. Et donc, après, maintenant, c'est presque unanimement positif. Merci. Une autre question, il nous reste 4 minutes. Attention, là c'est vraiment, ça doit être la bonne question, parce que c'est peut-être... Ici, il y a une dame qui voulait poser une question. Bonjour, Céline. Donc, je voulais savoir, vous avez fait du théâtre en septembre avec 3 hommes et un couffin. Oui. Et je voulais savoir, du coup, si ça vous
donné envie d'en refaire enfin, quelle expérience vous avez J'ai adoré faire de cette ça scène. Et je trouvais que c'était important qu'à un moment je le fasse pour rappeler aux gens que, en fait, moi j'étais venu pour faire ça à Paris et c'est vrai que plus vous le faites tard, plus on croit que c'est par opportunisme que vous rentrez là-dedans ou pour avoir une affiche de gens un peu connus à la télé et à la radio. Et donc j'étais content de le faire. Comme dès qu'on me propose de faire quelque chose qui sort un peu des clous, cet été on m'a proposé d'aller lire les correspondances de Baudelaire à Grignan. Grand festival de correspondance. Alors, je vais vous dire pourquoi on me l'a proposé, mais c'était rigolo. C'est parce qu'il était à Bruxelles et il détestait Bruxelles. Il trouvait que les Belges étaient très très cons. Et il écrivait à sa mère. Donc, c'est d'une violence. Et donc, ils m'ont dit, en fait, on aimerait bien que ce soit un Belge qui le lise parce que sinon, c'est beaucoup trop dur. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et je trouve ça important de justement, au début de ma carrière, si je peux dire encore, enfin au début de ma popularité, on va dire comme ça, de placer des pions un peu partout, histoire qu'on puisse jamais venir me dire, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est grâce à la radio que je monte sur scène. C'est l'inverse, c'est grâce à la scène qu'on m'a engagé à la radio. Et donc j'ai adoré faire ça. En plus, c'est Colline Serrault qui reprenait son propre texte, donc elle avait envie. Les deux partenaires étaient super. En revanche, j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu angoissé, qui est je n'ai pas la main mise sur tout. Donc à la sortie, quand il y a des gens qui viennent vous voir et qui ils ont aimé une partie du spectacle mais moins une autre, ils vous le disent comme si c'était vous. Et je me suis retrouvé à devoir leur expliquer qu'en fait je n'y étais pour rien dans le choix de la couleur de la porte de droite. Et ça m'a angoissé parce que sur scène en one man show, si les gens n'aiment pas, c'est tout à fait de ma faute. Et demain, je change des trucs et je serai meilleur et j'enlèverai ce qui n'est pas bon. Enfin, il y a des trucs dont je suis sûr, alors je le remusclerai, mais j'ai la main mise sur tout. Et donc ici, pas du tout. Et c'était le plaisir d'ailleurs d'être vraiment un instrument de musique au service de l'orchestre que Colline dirigeait. Mais ça m'a un petit peu frustré quand même. Et j'ai pas du tout envie de gérer une équipe, parce que ça, vraiment, je crois qu'il faut un talent de meneur d'homme, et je n'ai pas ça. Donc je suis du coup très content de faire un deuxième spectacle où je pourrais me reprocher moi de pas être à la hauteur, et je vais donc tout faire pour l'être. Merci. Merci madame. Une toute dernière question, si quelqu'un est motivé. Non ? Rien. Plus de volontaires ? Sûr ? Vous savez tout. Merci en tout cas de votre attention, Merci de votre beaucoup. participation. Vous pouvez retrouver Alex à la librairie du théâtre pour une séance de dédicace. Et puis ensuite, ici dans la salle, c'est le chef Thierry Marx. Merci Alex Vizorek. Merci Télérama.